Retro Gaming 2, tellement de composants pour jouer comme un enfant. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous guider pour choisir vos solutions rétro gaming qui vous conviendront le mieux, j'espère. L'émulation logicielle. Solution la moins chère, la plus polyvalente et peut-être la plus puissante. Dans les années 90, les premiers émulateurs sont sortis pour émuler la NES et la Game Boy. Dès 97-98, c'était déjà très fonctionnel. Puis, toutes les consoles et plateformes sorties, avec des améliorations régulières d'année en année. Avec la DSL, il y a eu un certain boom de l'émulation au tout début des années 2000. Pendant des années, des projets d'équipes différentes sont apparus, fusionnés et parfois abandonnés. Vers 2010 est apparu le projet LibRetro. Le projet LibRetro convertit des programmes d'émulation en librairie pour les faire fonctionner ensemble. Cela a très vite débouché sur un logiciel spécialisé en émulation appelé RetroArch. Le tout bien enveloppé dans une interface rappelant la PS3 ou PSP. Chose que tout le monde ne sait pas, RetroArch intègre des corps émulateurs mais aussi des corps moteurs de jeu. Doom pour des fangames type Doom, RPG Maker pour des jeux de rôle, OpenLara pour des jeux Tomb Raider, OpenBore pour faire des jeux de beat'em all du style de Street of Rage comme Beats of Rage, Solarus, un moteur de jeu 2D très pratique pour faire des jeux type Zelda SNES, il y en a d'ailleurs au moins 3 très aboutis. Le monde des fangames et Acrom est des fois plus riche que les jeux officiels, et seule l'émulation ou les Everdrive permettent d'en profiter. Donc, RetroArch est sorti vers 2010 et a connu un boom incroyable avec les Raspberry Pi, des petits ordinateurs à 35€ à la base. Il permettait de se faire une mini-console rétro complète pour moins de 100€ clé en main. Beaucoup d'équipes ont fait leur RetroArch à leur sauce. RetroArch, RetroPie, Laka, Rocalbox, Batocera et bien d'autres sont apparus souvent en tournant sur des RPI, puis sur les ordis communs, puis différentes cartes de développement ou consoles, etc. Les premiers RPI ne faisaient pas forcément une émulation de grande qualité, mais c'était accessible et suffisant pour le commun des joueurs. Le Raspberry Pi 5 a fait des progrès incroyables, mais vu son prix complet, un bon mini-ordinateur à 150€ fait pareil et même mieux des fois. Batocera et Rocalbox sont les deux adversaires finaux de ce genre de solution en ce moment. RetroArch, c'est l'origine un peu brute. L'émulation logicielle offre toujours une sortie vidéo d'excellente qualité, surtout en HDMI ou VGA. Elle simule gratuitement plein d'options et accessoires, et même ajoute de nouveaux agréments, comme pouvoir sauvegarder et reprendre à absolument n'importe quel moment, remonter le temps, prendre des photos et vidéos du jeu, traduction à la volée du texte, amélioration des graphismes, etc. Une émulation de grande qualité dépend de sa latence, sa fréquence, mais aussi de sa fidélité graphique de l'émulation. Des fois, le son et ou l'image ont des défauts. Des petits artefacts graphiques, des sons différents de l'original, des petits bugs inoffensifs, mais ce n'est pas parfait. On peut recycler énormément de choses en machine d'émulation. Suivant la puissance, on émulera plus ou moins de machines. Un vieux PC, un smartphone, une tablette, certaines consoles modifiées, beaucoup de matos peuvent devenir de bonnes plateformes d'émulation à pas cher en y réfléchissant bien. Certains vendent extrêmement cher des solutions basées là-dessus. Dans le milieu, on considère ça comme des arnaques, très souvent vu le prix. C'est rarement 100% légal, mais on trouve facilement des compilations de jeux en images à flasher sur une clé USB ou une carte micro SD. Détail important, Batocera et Rocalbox sont des systèmes autonomes. Il leur faut leur propre clé USB ou disque dur pour fonctionner sans aucun lien avec Windows. Un logiciel appelé Retrobat, lui, s'installe sur Windows. Perso, je préfère un système autonome pour le côté résilient en cas de crash de Windows. Beaucoup de manettes de console Bluetooth fonctionnent en sans fil.
ou reliés par câble à ces solutions. Il faut souvent trouver une collection de BIOS à copier-coller dans le bon dossier et copier aussi les jeux ROM dans les bons dossiers. Attention, les noms des consoles sont parfois en américain, comme Genesis pour Mega Drive ou Famicom pour NES. Pour résumer, l'émulation logicielle est une solution parfaite pour l'accessibilité et la flexibilité d'usage. Seuls des jeux de combat ou de réflexes exigeants peuvent poser problème avec l'input lag, même si des options permettent déjà de le limiter. Run ahead ou Preemptive Frame, il me semble, dans RetroArch. Les consoles. Comme je l'ai dit, jouer avec les consoles d'origine est de plus en plus cher et de moins en moins compatible avec les écrans modernes. Certains puristes modifient totalement des consoles d'origine et cela revient assez cher finalement pour une fiabilité incertaine. On appelle ça le modding et on trouve plein de vidéos là-dessus sur divers sites. Il y a des consoles d'émulation logicielle très semblables à celles d'origine physiquement, avec toutes les options possibles. Écran IPS, recharge USB type C, meilleure batterie, 50-60 Hz, RGB et que sais-je. De grandes marques en ce moment sont Miyoo et Anbernic. Anbernic a des séries 35, 40, 44 et finalement c'est les mêmes écrans, les mêmes cartes mères par série. Ça permet une évolution très rapide et facile de la partie logicielle. Les prix varient de 40, 100, 180 € suivant la puissance. On trouve aussi des Game Boy FPGA qui recopient absolument le matériel d'origine avec un écran IPS et même le support câble Link pour 80-100 €. Les jeux recompilés. Solution à la légalité variable, il arrive que le code source de jeux de console soit disponible sur le net et des passionnés le modifient, le recompilent pour adapter le jeu sur ordinateur. Ce n'est pas de l'émulation, le code et les instructions sont directement faites pour l'architecture de l'ordi. Zéro latence logicielle, haute définition, texture au max, technologie de ray tracing pour des reflets sublimes, format 16/9, définition Full HD ou 4K 60 Hz, c'est plus, le rêve qui touche au sublime. Ça se fait beaucoup avec des gros hits de la Nintendo 64, en exemple. Autre solution aussi, les consoles PC ou carrément un PC portable. Les consoles PC, dont le représentant le plus connu est le Steam Deck, permettent de jouer à plein de jeux en 2D et en 3D. Mine de rien, il y a énormément de nouveaux jeux type pixel art qui sortent, qui reprennent les codes de jeux classiques comme les Metroidvania, des jeux de Neo Geo, les Resident Evil, et mine de rien, ça change. Tous les PC portables actuels feront tourner des jeux en 2D. Mon but est de proposer des solutions, mais je ne cherche pas à vous ruiner en matériel. Comme je vous dis souvent, on peut réutiliser ou détourner du matériel que l'on possède déjà. Le FPGA, le Game Changer. En 2017, un prof d'université, Alexei Sorgelik-Melnikova, j'espère que je prononce bien, a voulu développer une plateforme pour que ses étudiants puissent concevoir et tester leurs architectures de processeurs à pas cher. Le résultat fut la carte FPGA DE10 Nano. Des passionnés ont détourné ça pour imiter des consoles rétro, en ajoutant quelques composants. On appelle ça le Mister FPGA. Pour ceux qui débarquent, un processeur FPGA peut se reconfigurer à loisir grâce à des cores et imiter à la quasi-perfection les composants des consoles d'origine. La Sega Saturn et la Nintendo 64 étaient très difficiles à émuler de manière logicielle. Le FPGA émule de manière matérielle et rend même compatibles les jeux avec le 16/9, la 4K, le HDMI et une latence quasi inexistante, surtout avec des convertisseurs manettes appelés SNAC. S-N-A-C. Un énorme engouement a provoqué une hausse des prix assez énorme de la plateforme. La technologie FPGA commence à être connue. Des alternatives comme le Mr. Pi à 200 € complet environ,
Un certain Tachudon veut faire sa version du Mister FPGA prévue à 100-130 € hors taxe. Mars FPGA et bien d'autres solutions se développent. Ce n'est même pas une rumeur, AMD a racheté Xilinx, une entreprise spécialisée en FPGA. On peut s'attendre à des chipsets FPGA dans l'environnement AMD dans les prochaines années, mais je ne sais pas quand. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Machin Chouette et Geekery, MCEG, la chaîne des contenus geeks pour tous.